Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Puvin. Bonjour. Vous êtes bourgmestre de Koekelberg, membre du mouvement réformateur, mais vous êtes aussi député fédéral et notamment vice-président de la commission de l'intérieur à la Chambre. On va commencer avec une question qui concerne la sécurité. Est-ce qu'en matière de sécurité, Yann Nyombon a raison de dire qu'on doit absolument collaborer avec les États-Unis ? Je pense qu'on est à un stade où toutes les collaborations sont utiles et indispensables même parce qu'on est à un niveau d'inquiétude qui est quand même assez particulier. On a un radicalisme qui est de plus en plus aigu et je pense qu'on arrivera à lutter efficacement contre ce qui est en train de se passer en Europe et ailleurs qu'à la condition d'être unis. Et toutes les collaborations sont nécessaires pour qu'on y arrive. Ouais. On a vu Yann Nyombon être assez admiratif de ce qui se passe notamment au FBI, la police fédérale américaine. Est-ce que nous, en Europe, on a les moyens d'avoir le même type de renseignement, le même type de surveillance électronique notamment, ou est-ce qu'au nom de nos libertés, on ne veut pas le faire ? Je pense que c'est une question de volonté. Mettre les moyens, on peut toujours mettre les moyens, pas les mêmes bien sûr que les États-Unis, mais ce qui a été réalisé par les forces de l'ordre à Verviers il y a quelques semaines démontre qu'on sait être d'une redoutable efficacité. Donc c'est une question de volonté politique aussi, et je crois que nous l'avons au niveau du gouvernement fédéral. Alors Verviers, c'était une information locale, recueillie localement à Bruxelles, qui a permis de remonter la filière djihadiste. C'est un exemple isolé ou c'est quelque chose qui se passe couramment, d'après vous ? Je pense que ça se passe plus fréquemment qu'on ne le pense et je pense que c'est un bon exemple de coopération qui peut encore être renforcée. Et à cet égard, je pense que l'initiative qu'a pris le ministre Nyombon de rendre une base de données plus dynamique et plus proactive va dans le bon sens parce qu'elle permet d'améliorer les coopérations avec les polices locales et avec aussi les services de prévention qu'il ne faut pas oublier sur les territoires communaux. Ouais, donc ce que propose Yann Nyombon, c'est une base de données commune qui serait gérée par l'OCAM, donc l'Office central d'analyse de la menace, qui serait avec à la fois les renseignements militaires, les renseignements de la sûreté de l'État, les informations de la justice et les informations des zones de police locale. Il n'y a pas un danger de fuite si on met en place une base de données aussi sensible ? C'est un risque et c'est peut-être ce qui a expliqué la frilosité jusqu'à ces dernières années. Habituellement, les Américains, quand ils donnent des informations aux services belges, ils exigent qu'il y ait une confidentialité garantie. Est-ce qu'avec une base de données qui redescend au niveau des polices locales, on pourra le faire ? Mais l'exigence de confidentialité, elle existe à tous les niveaux. Nous, comme bourgmestres, nous recevons un certain nombre d'informations sur la présence ou non de ce qu'on appelle les returnees ou ceux qui vont partir ou qui ont l'intention de partir. On a un certain nombre d'informations avec une exigence de confidentialité. Il n'y a pas de fuite pour autant. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ces informations, vous, bourgmestre, quand vous en recevez ? J'imagine que le cas s'est produit à Koekelberg comme dans les autres communes bruxelloises. Mais ce qu'on en fait, c'est orienter nos politiques locales avec nos services de prévention, pas avec la police, puisque les informations viennent de la police, mais on permet déjà au niveau local d'alimenter les politiques et les luttes qu'on peut effectuer au niveau préventif, en tous les cas sur nos territoires. Ouais, ça ne fait pas trop de monde qui est au courant, parce que si la commune est au courant, les services de prévention sont au courant, éventuellement les services d'aide à la jeunesse qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont l'être aussi ? Non, je fais confiance au professionnalisme de nos interlocuteurs. Des enquêtes ? Non, je ne pense pas. Ouais. Est-ce que le bourgmestre que vous êtes estime qu'aujourd'hui, il est suffisamment bien informé sur ce qui se passe dans sa commune et sur la présence d'éventuels éléments radicaux ? Quand on était il y a 6 mois ou 1 an en arrière, beaucoup de bourgmestres se plaignaient de ne pas avoir les informations. C'est exact. Je pense qu'on se plaignait légitimement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une clarification qui se fait, mais qu'on peut aller encore un petit peu plus loin parce qu'il y a encore une ambiguïté dans le propos actuellement, pas du ministre, mais des circulaires. On a en notre possession une circulaire qui était signée par le ministre Milquet lorsqu'il était aux Affaires et ministre de l'Intérieur, qui nous dit les chefs de corps doivent vous transmettre un certain nombre d'informations pour vous permettre suivi individualisé des djihadistes. Et d'un autre côté, on nous dit les informations que vous recevez sont strictement confidentielles. Donc il y a là une ambiguïté dans le propos. D'un côté, on doit effectuer un suivi individualisé. De l'autre côté, on vous dit vous ne pouvez pas utiliser les informations qu'on vous communique. Ça veut dire que vous ne savez pas quoi faire avec ces informations ? En tous les cas, on ne peut pas les exploiter de façon optimale. Alors, c'est la menace de niveau 3. Aujourd'hui, l'Office central d'analyse de la menace va se prononcer sur le maintien ou non de la menace. Vous avez interpellé Yann Nyombon, le ministre de l'Intérieur, pour savoir qui payait les mesures de sécurité supplémentaires. Est-ce que vous avez été rassuré par sa réponse ? Totalement, dans la mesure où j'ai posé une question très simple, c'était de savoir qui allait payer à la fois les salaires et les surcoûts de la présence des militaires
justifié, je le répète, par le niveau 3, et où tout aussi clairement, il m'a répondu les salaires par la défense, les surcoûts par l'intérieur. Et ça répondait à une appréhension, je dirais, des chefs de corps des zones de police, c'était de se dire que les surcoûts, y compris les heures supplémentaires, les primes, etc., des policiers allaient devoir être pris en charge au niveau des divisions locales et donc sur les budgets communaux. Et j'ai très clairement posé la question et j'ai eu une réponse tout aussi claire de dire non, c'est l'intérieur qui prendra tout cela en charge, le temps nécessaire. L'État fédéral qui paye tout. Tout à fait. Ouais, on a une idée du montant ? Mais la première estimation qui avait été faite sur une première quinzaine tournait autour de 600 000 euros, si je me souviens de la réponse du ministre Yambon. Donc ça va faire grosso modo 1 million par an. C'était pas un peu sous-estimé ce chiffre ? Non, je ne pense pas. Donc on a à 6 semaines de niveau 3, on a les moyens de tenir le temps qu'il faudra ? C'est une information qui est évidemment confidentielle, de savoir quelle est la durée de l'affectation des moyens, mais je fais confiance en tous les cas aux éléments d'information que j'ai reçus. Ouais. Dans votre commune, la sécurité est assurée, vous n'avez pas eu besoin de renfort ? Non, pas particulièrement. On a des policiers qui sont attentifs. Je dirais que la seule différence, c'est qu'ils sont maintenant affectés à des missions qui ne sont pas les missions traditionnelles de la police locale. Et donc, c'est une question de priorité. Et donc, ça explique probablement une certaine difficulté de fonctionnement au niveau des polices locales parce qu'on continue à leur demander d'assurer les missions quotidiennes tout en ayant évidemment des préoccupations justifiées par le niveau 3 et des inquiétudes tout aussi légitimes. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du budget de l'État fédéral. On sait qu'on va entrer dans une période de contrôle budgétaire dans le courant du mois de mars. Il va être difficile pour la majorité du gouvernement Michel ou pas ? Je ne pense pas qu'il sera particulièrement difficile. Je pense que c'est un exercice nécessaire, après quelques mois de fonctionnement, de réévaluer les moyens nécessaires. On est quand même dans un contexte relativement tendu, il n'y a pas de croissance. Il y a des dépenses supplémentaires en matière de sécurité, on vient d'en parler. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu tiraillé ? Non, pas particulièrement. Vous n'êtes pas tiraillé entre le CDNV qui veut une politique du centre, donc un peu plus à gauche, et la NVA et l'OpenVLD qui veut une politique plus à droite ? Non, je crois que les médias sont assez friands de ce genre de positionnement, mais je crois que pour le vivre de l'intérieur, pas du gouvernement, mais du Parlement, je vois une harmonie de fonctionnement au niveau des formations de la majorité, bien sûr. Ouais, quand Chris Peters fait des interviews dans les journaux, vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les entendre ? Je les vois, je les lis, je les entends, mais je sais aussi qu'elles émanent du ministre de l'Emploi et que c'est normal comme préoccupation. Ouais. Et quand il dit, par exemple, qu'il veut revenir sur une des mesures prises dans l'accord de gouvernement, qui est l'obligation pour les chômeurs d'aller travailler, y compris lorsqu'ils doivent aider un proche gravement malade, qu'il veut revenir en arrière, on peut revenir en arrière sur cette mesure ou pas ? Mais c'est légitime comme préoccupation, c'est une préoccupation sociale et je crois qu'elle est tout à fait digne d'être entendue et d'être rencontrée, de la même façon que ça veut dire que vous allez soutenir un amendement à l'accord de gouvernement sur ce point-là ? Je verrai ce qui sera proposé, mais quand Koen Gaines indique qu'il souhaite davantage de moyens pour la magistrature ou pour la justice, quand Yambon indique qu'il souhaite davantage de moyens pour la police, il y a des équilibres à respecter. Et il y a aussi, on n'en parle peut-être pas assez, ou on n'en parlait peut-être pas assez jusqu'à la présence de ce gouvernement, les nécessaires réévaluations et audits des besoins et des moyens des uns et des autres. Parce que jusqu'ici, je pense qu'on a beaucoup donné sans se poser la question de l'affectation précise des moyens. Je crois que ça, c'est une nécessité aussi. Et je crois que c'est quelque chose qui est rencontré par ce gouvernement. Philippe Pivin, si on fait un certain nombre d'amendements, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on a négocié l'accord de majorité, on a mis la barre un peu trop à droite ou un peu trop du côté des économies ? Non, je crois que les rééquilibrages... vous savez, le droit à l'erreur existe, les amendements sont faits pour corriger des situations peut-être incomplètes ou trop figées, ça ne me pose pas de problème particulier. Ouais. On a maintenant une relation de confiance entre la NVA et les autres partis de la majorité ? Oui, parce qu'elle est soudée autour d'un accord de gouvernement qui est très structuré, très complet, et que je crois chaque partenaire a la volonté de suivre assez loyalement. Alors, vous êtes bourgmestre de Kuckelberg, un budget avec un léger boni, 260 000 euros, qui a été voté récemment. Oui. Ça veut dire que tout va bien. Oh, tout... Vous avez pu faire des investissements ou pas ? Ah oui, ouais. Mais on bénéficie aussi de moyens venant des contrats de quartier. Donc ça nous permet un certain nombre d'investissements. J'ai l'honnêteté de reconnaître que tout ne vient pas de la commune, que nous sommes aidés de l'extérieur, mais nous utilisons les moyens qui sont mis à notre disposition pour rencontrer au maximum les besoins de la population. Vous allez pouvoir construire des crèches, des écoles, tout ce qui est nécessaire pour les jeunes, puisque c'est le boom démographique chez vous aussi ? Alors, au niveau crèche, oui, ça fait partie des enjeux
enjeu majeur de cette législature, c'est la construction d'une nouvelle crèche. Il y en a déjà une lors de la précédente législature, il y en a encore une dont les plans ont été maintenant approuvés, validés. Pas d'école par contre? Alors pas d'école en l'état actuel, mais un certain nombre de chantiers en cours. Je rappelle que l'Athénée flamande est en cours de rénovation. Je rappelle toujours le dossier de HUB sur lequel donc la haute école, ouais. La haute école néerlandophone sur laquelle il y a un certain nombre de projets qui sont actuellement en discussion, qui intègrent une partie de scolarité. Donc on rencontre les besoins. Mais il ne faut pas perdre de vue, je le dis assez régulièrement, que nous avons déjà, sur un territoire qui est quand même réduit à 114 hectares, nous avons déjà 8 établissements d'enseignement. Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, on avait parlé beaucoup de la Maison du Chocolat, hein, le musée du chocolat voilà, qui a ouvert. Ça fait 6 mois maintenant qu'il est ouvert. On peut faire un premier bilan? Oui. Plus de 12 000 visiteurs en 6 mois, donc on est tout à fait enchanté. Oui, oui. Quand vous me parlez chocolat, j'aurai toujours le sourire. Ouais. Est-ce que ça a coûté un peu 2,5 millions, c'est ça, à la commune, hein, d'investissement? Ça a coûté, oui. Ça valait la peine? Oui, bien sûr que ça valait la peine. Bien sûr, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir une institution de protection de notre patrimoine, parce qu'on a une histoire qui est liée au chocolat, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et donc on s'est donné les moyens de protéger ce patrimoine, à l'instar d'ailleurs de ce que la région recommande depuis des années, hein, de valoriser tout ce qui est patrimonial sur les territoires communaux. Nous ne faisons rien de plus, rien de moins. Merci Philippe Féhin d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Rudy Vervoort qui sera avec nous sur Télé Bruxelles. À demain.